Alors, je voudrais en premier remercier tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, même s'il fait beau, pour venir s'informer sur un projet extrêmement important pour la communauté et pour tout le projet civil. Je tiens à remercier aussi la RS, Christine, ici, je pense. Bonjour. L'invitation avait été lancée aussi au maire de Saint-Eulalie. Je ne sais pas s'il est ici. Okay, bonjour. Le but recherché aujourd'hui, c'est d'informer la population. Éventuellement, il y aura peut-être, je dis peut-être, une consultation populaire là-dessus. C'est important que s'il y en avait une consultation populaire, que chacun soit informé des tenants et aboutissants de cette entreprise-là. Les promoteurs nous présentent quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est tout bon? On va aller dans le détail de ça. On a eu, depuis 3 ans, depuis le premier appel d'offres en 2023, on a eu au-delà de 40 réunions avec des gens indépendants qui ont étudié l'énergie. Et on se dit qu'il faut absolument qu'on ait encore plus d'informations. Aujourd'hui, on a 2 personnes à vous faire entendre. Le premier, c'est Christophe, M. Christophe Beaucaire, qui est de l'Institut de l'IRIS, Institut de recherche économique et d'information socio-économique, qui est avec nous. M. Beaucaire va nous entretenir sur ce sujet-là, sujet qui est étudié à tous les jours. Ensuite, il y aura une brève séance d'information avec Mme Rachel Forman, qui va nous parler d'un sujet très intéressant, à peu près une dizaine de minutes. Rachel est présidente de Vendée, ancienne conseillère à Saint-Laurent, pour une fois impliquée localement. Bon, une chose importante, s'il vous plaît, gardez vos questions pour la fin, afin de ne pas interrompre nos 2 conférenciers. Et ensuite, quand ça sera rendu à la période de questions, je vous demanderai pour donner la chance à plus de gens de s'exprimer, d'être assez concis dans vos questions. Dans une consultation comme là, chacun devrait s'exprimer. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à M. Beaucaire et ensuite Mme Forman. Merci. Bon, donc, je vais juste changer mon écran pour qu'on sorte et qu'on ait la présentation. Tu la partages sur le Zoom? On voit pas sur le Zoom en ce moment. Je pense que tu avais sélectionné. Oui, je vais juste dire ça. Désolé, petite dynamique technique. On est good? On est good? Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, je me présente Christophe Beaucaire. Je suis sociologue et chercheur. Je suis aussi doctorant en ce moment à l'Université du Québec à Montréal en sociologie.
Donc, je suis chercheur principalement sur les dynamiques de développement territorial et les enjeux autour du développement éolien au Québec, puis plus largement les questions d'énergie. Donc, comme on disait tout à l'heure, s'il vous plaît, vu qu'en ce moment, on a des gens qui sont en ligne et aussi vu que la séance est enregistrée, si vous pouvez garder vos questions à la fin. Ceci dit, on peut faire une exception s'il y a quelque chose que vous avez vraiment mal compris, s'il y a un mot, par exemple, que vous avez mal entendu, si par hasard, j'ai mal parlé dans le micro, n'hésitez pas, mais il faut que ça soit bref, juste pour qu'on s'assure qu'on respecte le temps qui est accordé. Donc, aujourd'hui, la présentation, c'est pour vous donner un peu de séance d'information sur les dynamiques économiques liées au développement éolien. C'est des questions que j'étudie depuis 2023 à peu près. Évidemment, il y a beaucoup d'informations qui demeurent à ce jour inaccessibles pour plusieurs raisons qu'on pourra voir tout à l'heure. Mais l'objectif, c'est de vous donner une vision la plus claire et la plus transparente possible avec les informations qui sont disponibles à ce jour. Et c'est aussi le fruit de mes recherches. Puis, avant de commencer, moi, j'aimerais dire, puis c'est vraiment important de noter, moi, je ne suis pas nécessairement pour ou contre les éoliennes. Donc, je ne viens pas ici pour argumenter en faveur de projets ou contre des projets. Moi, je suis ici pour vous présenter des faits tels que je les ai trouvés suivant la recherche. Donc, on va partir avec ça. Évidemment, après ça, ben, à la fin, on pourra avoir des réflexions plus critiques, puis on pourra approfondir un peu ce que ça veut dire être pour ou contre les éoliennes dans le contexte. Donc, est-ce que ça marche? Ça marche, oui, OK. Donc, une brève entrée en matière, parce que quand même, juste s'assurer qu'on soit tous sur la même longueur d'onde quand on parle du développement éolien au Québec, comprendre un peu qu'est-ce que c'est cette machine-là qu'on a au Québec là, avec pas la filière. J'aime commencer en donnant une présentation un peu historique. Là. Des fois, je prends plus de temps, des fois, j'en prends moins. Aujourd'hui, j'ai juste une diapositive sur la question, là, pour présenter très, très vite l'histoire de l'Hydro-Québec, juste pour comprendre où est-ce que ça vient s'intégrer, s'introduire le développement éolien. Donc, très rapidement, là, 1885, c'est les premières centrales hydroélectriques dans la région de Québec. Entre 1885 et 1935, c'est la croissance du développement de l'électricité au Québec. Là, on commence à électrifier, on a énormément d'industries qui se développent au Québec parce que là, on installe des barrages, puis on a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises américaines, des entreprises britanniques qui voient le potentiel d'énergie qu'on a. Et ça se développe, ça se développe. On passe très rapidement de petits barrages qui appartiennent à des petites compagnies. Soudainement, à un moment donné, ben, toutes sortes de dynamiques qu'on n'aura pas le temps d'approfondir. Les petits barrages finissent par être achetés par des plus grosses compagnies, des plus grosses compagnies. Puis finalement, ben, on arrive avec autour des années 20 à 30. On arrive à ce qu'on appelle à l'époque les monopoles régionaux. Donc, on a à peu près 4 ou 5 grandes compagnies qui possèdent toute l'électricité dans une région spécifique. Donc, on a la Shawinigan Power Company, on a la Montreal Light Heat and Power, on en a plusieurs autres. Et chaque compagnie a le monopole de sa région et décide essentiellement, entièrement comment l'électricité va être administrée, comment elle va être distribuée, combien elle va coûter à qui. Et ça crée énormément d'inégalités, notamment auprès de la population et auprès des entreprises locales qui appartiennent généralement aux Canadiens français. En 1935, devant cette dynamique d'inégalité-là, on lance la commission de la Pointe qui va étudier la question et qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. On révèle beaucoup d'inégalités aussi, on identifie le fait que les monopoles régionaux, là, ça c'est des entreprises privées, hein, notons-le, ces monopoles-là, ils refusent de transmettre leur information, ils sont très opaques et on voit que toutes leurs activités économiques servent essentiellement juste à les enrichir et tout ce qu'ils font se fait au détriment de la population. Et c'est particulièrement problématique à une époque où on réalise très rapidement que l'électricité, ben, c'est un service essentiel. Les gens ont besoin de l'électricité pour se chauffer, pour s'éclairer. Beaucoup de maisons se sont débarrassées depuis longtemps du gaz, à la fois pour l'éclairage et souvent pour le chauffage. Et on a cette tension-là, on a une crise sociale essentiellement. Mais le rapport de la Commission de la Pointe, au final, s'ils suggèrent la possibilité de nationaliser, à ce moment-là, ils font plus prendre une approche un peu plus soft
Puis ils disent, ben, on peut peut-être essayer de voir encore si on peut négocier avec les compagnies, puis voir s'ils peuvent comprendre qu'on a besoin qu'ils s'adoucissent un peu. Finalement, ça ne marchera pas. Et en 1944, on fonde Hydro-Québec pour répondre à ça. Et donc, Hydro-Québec, en 1944, on va acheter la Montreal Light Heat and Power, qui est une compagnie qui possède plein de barrages et qui distribue l'électricité dans la grande région de Montréal. Et pourquoi on achète seulement ce monopole régional-là? Ben, c'est que, un peu d'écho, désolé, c'est que la Montreal Light Heat and Power, c'est là où on a le centre industriel du Québec, c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'activités économiques, c'est là aussi où il y a une grande population. Et on se dit, ben, on va faire un test, on va acheter là, puis si ça fonctionne, ben, on va pouvoir vraiment améliorer les conditions économiques de cette région-là parce que on va pouvoir avoir des entreprises qui vont avoir accès à de l'électricité beaucoup plus faible, beaucoup moins cher, et la même chose pour la population. Et donc, ça marche très bien. On connaît tous ensuite de ça, en 1963, c'est la deuxième grande vague de nationalisation où Hydro-Québec décide d'acheter tous les monopoles régionaux. À part quelques petites exceptions, on va passer là-dessus. Mais c'est un moment fondamental et fondateur dans l'historique du Québec parce que c'est un moment où on décide que la grande entreprise qu'on voit là, on parle de ça en 1963, ça fait presque 100 ans qu'on a de l'électricité au Québec. Ça fait 100 ans que l'électricité est utilisée pour générer plus d'injustice puis enrichir une minorité de personnes. Et là, en 1963, collectivement, on vote pour le Parti québécois et on dit, nous, on veut un parti qui va arriver, qui va nationaliser l'électricité. Et c'est ce qu'on finit par avoir. On finit par avoir l'électricité la moins chère en Amérique du Nord. Et ça va être un moteur fondamental de l'évolution du Québec. Ça va être le point de départ en partie de la Révolution tranquille. 1983, ça c'est donc 20 ans plus tard. On est à une époque là, où ça a beaucoup changé. On produit beaucoup d'électricité au Québec. Le potentiel d'Hydro-Québec a été décuplé parce qu'on a commencé à faire des grands projets. Et là, on a un surplus d'électricité. Et pour la première fois, Hydro-Québec commence à se dire, tu sais, cette électricité-là qu'on utilisait qu'on voyait comme un service, on voyait donc quelque chose qui allait servir au bien-être de la population et aussi pour permettre à nos industries et à nos entreprises locales de se développer. Bien, soudainement, on en a trop d'électricité. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer à l'utiliser pour faire de l'argent. Faire de l'argent comment? Bien, faire de l'argent en la vendant, notamment aux États-Unis. Parce que jusqu'à cette époque-là, depuis 1963, il y avait cet objectif-là, avec, je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan Maître chez nous, mais l'idée, c'était de garder l'électricité ici. On va avoir de l'électricité faite ici, qui ne va pas coûter cher, puis on va l'utiliser pour notre économie. Donc, c'est un gros changement de paradigme en 1983 quand on décide de dire, bien là, on pourrait peut-être commencer à vendre l'électricité parce que on cesse de voir l'électricité juste comme un service pour nous. On le voit aussi comme une marchandise qu'on est capable de vendre. Et en 1996, on arrive avec le gouvernement Bouchard. C'est la période de la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et c'est là un moment fondamental parce que on se fait proposer, on se fait dire essentiellement, bien, vous allez devoir vendre votre électricité aux États-Unis. On devient obligé de voir l'électricité comme une marchandise. Et ça va changer beaucoup la raison d'être et la fonction d'Hydro-Québec parce que là, soudainement, Hydro-Québec cesse officiellement d'être juste un fournisseur de services. Ça devient une source d'un bien marchand qui va servir à être vendu sur le marché. Et donc, à cette époque-là, c'est assez particulier aussi parce que, bon, on va sauter quelques étapes là, pour ne pas s'éterniser dans l'historique, mais l'objectif essentiellement du gouvernement qui est en place à l'époque, c'est d'introduire de la compétition à Hydro-Québec. On ne veut plus avoir juste un monopole national qui produit l'électricité. On décide qu'on va vouloir aussi avoir de la compétition privée. Et on décide que cette compétition-là, mais ça va être sous la forme d'éoliennes. Donc, dans la fin des années 90, le gouvernement souhaite introduire du privé dans la production d'électricité et on choisit l'éolienne. Pour toutes sortes de raisons, notamment parce que il y a une très grosse association entre les barrages et Hydro-Québec et on se dit, mais si on fait des barrages privés, la population va s'insurger. Il y a aussi eu plein de petits scandales à l'époque autour de barrages privés. Et ensuite de ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qu'au Québec, on n'est pas très confortable. On ne veut pas de centrale au gaz, on ne veut pas de centrale au charbon.
Donc, on est un peu limité avec ce qu'on peut choisir. Ça donne que la technologie éolienne commence à être rentable et fonctionnelle, donc on choisit l'éolienne. Mais la grande question, c'est comment on fait pour introduire cette filière énergétique-là au Québec? Parce que c'est essentiellement passé d'un système où on a une compagnie, Hydro-Québec, qui produit, transporte et distribue l'électricité, à soudainement une autre machine qui arrive dans le système des producteurs privés. Et le système n'est pas vraiment adapté pour ça à la base. Donc, comment on fait ça? Mais il faut modifier le système au complet pour permettre l'introduction de cette énergie privée-là. Et en même temps, on a besoin d'éviter de trahir l'ambition d'Hydro-Québec et cette mythologie-là du maître chez nous. Donc, on ne veut pas donner l'impression aux gens qu'on va trahir. Oui. Ça va-tu pour ton écran? OK. Est-ce que vous êtes correct? C'est bon, merci. Donc, je vous présente très rapidement qu'est-ce qu'on décide de faire avec le système qu'on a, comment on fait pour introduire plus d'électricité privée au Québec. Donc, on peut s'imaginer qu'on a toutes sortes de barrages ici, que ça, on va rentrer dans une compagnie qu'on appelle HQP, qui est Hydro-Québec Production. Là, désolé, c'est petit, là, je sais, mais vous avez la petite boîte ici. Là. Imaginons que ça, c'est l'entièreté des barrages qu'on a au Québec et qui appartiennent à Hydro-Québec. Ces barrages-là, leur électricité, elle est produite et transportée par une autre compagnie qui s'appelle HQT, Hydro-Québec Transport, qui s'appelle aussi Transénergie. Donc ça fait un certain volume d'électricité qui va être ensuite de ça distribué grâce à la compagnie. C'est généralement Hydro-Québec Distribution, c'est la forme d'Hydro-Québec. Quand vous allez cliquer en ligne Hydro-Québec, c'est cette filiale-là avec laquelle vous faites affaire. Donc, Hydro-Québec Distribution va distribuer aux clients industriels, aux commerciaux et aux résidentiels. Bon, on va passer très rapidement, là, mais on a la régie aussi qui supervise tout ça pour s'assurer que les prix et les décisions prises par Hydro-Québec ne vont pas affecter négativement les différents clients. Et ensuite, on a le gouvernement qui rend des comptes. En fait, la régie rend des comptes au gouvernement et le gouvernement donne des mandats à la régie et à Hydro-Québec. Donc, ça, c'est le système qu'on a en ce moment, qu'on avait à l'époque et qui fonctionnait très, très bien. C'est le système du monopole d'Hydro-Québec. Mais là, la question, c'est comment on fait pour introduire là-dedans du privé sans nécessairement mettre à terre Hydro-Québec en entier. Donc, ce que le gouvernement décide de faire, c'est de créer ce qu'il va appeler le bloc patrimonial. Donc, le bloc patrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité d'électricité. On la fixe à 165 TWh. Et cette électricité-là, on dit ça, c'est l'électricité que nos barrages ancestraux, nos barrages patrimoniaux, donc les barrages qui existent depuis qu'on a fait la nationalisation d'Hydro-Québec jusqu'au dernier barrage produit au début des années 2000. Et on dit ça, c'est de l'électricité. On va fixer le prix de cette électricité-là à 3 sous le kilowattheure. Ou en fait, c'était 2,79 sous le kilowattheure à l'époque. Et on dit, nos barrages produisent cette électricité-là. On remplit la boîte. Mais un jour, on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc, à partir du moment où on va dépasser cette électricité-là, on va rentrer dans la nouvelle énergie, ce qu'on va appeler le bloc post-patrimonial. Donc, à mesure qu'on remplit, à mesure qu'on rajoute des barrages, là, vous les voyez que je les rajoute là, tranquillement, on va avoir de plus en plus une capacité à produire, puis on va atteindre le seuil du 165 TWh. Fait que là, à l'époque, on est dans les années 90, on est peut-être rendu ici, là, la boîte est presque pleine, mais on sait qu'on va rajouter des barrages. Puis là, on arrive à peu près à cette ligne-là en 2005, à peu près, ce qui était la prédiction d'Hydro-Québec. Et donc là, ça devient l'électricité héritage qui va rester à 2,79. Mais après ça, quand on va avoir besoin de plus d'électricité, au-delà de ça, on va avoir ce qu'on va appeler le bloc post-patrimonial. Et ce bloc-là, il n'y aura pas de limite de prix. Donc, pas de limite de prix, ça veut dire que là, pour la première fois, on va avoir du privé qui va pouvoir arriver et se dire, bon, ben, nous, notre électricité, on veut la vendre à 9 sous le térawattheure ou à 13 sous le kilowattheure. Puis, voici. Donc, ça fait un gros contraste avec l'électricité à 2,79 qu'on était capable d'avoir auparavant. Mais c'est aussi la seule manière que le gouvernement peut envisager d'avoir de l'électricité
qui va être vendu à un prix qui permet à des entreprises privées de vouloir le vendre. Parce que les entreprises privées, s'ils étaient obligés de vendre leur électricité à 2,79, elles ne seraient pas rentables, elles ne seraient pas intéressées à participer. Donc, on a ce qu'on appelle donc le bloc post-patrimonial. Donc, toute l'électricité qui est produite depuis à peu près 2003, c'est de l'électricité qui appartient au bloc post-patrimonial. C'est toujours de l'électricité qui, en général, va être plus chère que 2,79. Et donc, dans ce bloc-là, on a deux acteurs qui peuvent participer. On a le public et on a le privé. Parce qu'évidemment, ce qui est un peu absurde là-dedans, c'est que l'électricité qu'Hydro-Québec rajoute, elle aussi, elle fait partie du bloc post-patrimonial. Donc, par exemple, si vous vous rappelez, il y a quelques années, on a finalisé le complexe de la Romaine. Ben, tout le complexe de la Romaine, les 4 ou 5 barrages qui sont installés là, c'est des barrages qui appartiennent au poste patrimonial et c'est de l'électricité. Le coût de l'électricité de la Romaine est à 9 et quelque chose, 9 sous le kilowattheure. Donc, on est vraiment au-dessus du coût du bloc patrimonial. Et donc, je vous ai fait comme un peu une ventilation des différentes choses qu'on peut trouver dans le bloc post-patrimonial. On a des aménagements supplémentaires de centrales existantes. Donc, si on a des barrages où on veut rajouter des nouvelles turbines, ces nouvelles turbines-là, ça fait partie du post-patrimonial. On a des contrats éoliens, on a des contrats de cogénération, de l'hydroélectricité privée, parce que évidemment, éventuellement, on va avoir des petits barrages privés qui vont être rajoutés dans le mix énergétique. On a les nouveaux barrages d'Hydro-Québec, donc là, par exemple, le complexe de la Romaine. Et on a d'autres sources potentielles. Là. On a déjà parlé dans les dernières années de solaire ou de ramener nucléaire. Donc, ça, c'est toutes des choses qui rentrent dans le poste patrimonial. Et pour comprendre le poste patrimonial, bon, d'abord, on comprend qu'à partir du moment où on a le poste patrimonial, le monopole d'Hydro-Québec est brisé. Et on a aussi Hydro-Québec qui entre en compétition directe avec le privé. Et, avant de dire ça, ici, puis là, c'est ce qu'on va voir tout de suite après, mais la manière dont on va remplir le bloc post-patrimonial, c'est avec le système d'appel d'offres. Donc ça, vous en avez entendu parler certainement si vous vous intéressez aux questions d'énergie. Donc, le système d'appel d'offres, ça, c'est les moments où le gouvernement décide, on n'a plus assez d'électricité, on en veut plus. Et c'est le gouvernement qui a la pleine liberté de déclarer qui va pouvoir participer aux appels d'offres, qui donc va pouvoir soumettre un projet et dire, nous, on aimerait ça produire de l'électricité comme ça. Le gouvernement donc peut décider qui peut participer, peut décider c'est quel type d'électricité qui peut être offerte, et il peut décider essentiellement tous les paramètres. Donc, par exemple, ce qu'on a vu à certains moments, c'est que, par exemple, le gouvernement a lancé des appels d'offres. En fait, le gouvernement détermine les paramètres, ensuite de ça, demande à Hydro-Québec de lancer les appels d'offres. C'est des technicalités, mais on a eu des appels d'offres qui étaient uniquement pour Hydro-Québec. Donc, par exemple, le complexe de la Romaine, ça, c'est un appel d'offres qui avait été lancé, et Hydro-Québec avait lancé un appel d'offres en disant, on aimerait ça que recevoir des offres pour un barrage dans une région très spécifique avec une capacité de à peu près comme, je pense que c'est 900 mégawatts de puissance. Et donc, mais pour ce projet-là, il y a seulement Hydro-Québec qui peut participer. Puis, donc, finalement, Hydro-Québec arrive et dit, ça tombe bien, on a un projet, c'est le complexe de la Romaine. Puis le gouvernement dit, c'est super, c'est ça qu'on veut. Mais c'est un peu un show de boucan. Les moments où on voit plus la valeur des appels d'offres, c'est dans les projets éoliens comme ce qu'on a présentement, où là, ça va être différentes entreprises qui viennent soumettre leurs projets. C'est Hydro-Québec qui détermine quels projets vont être les plus pertinents. Donc, c'est ça, le gouvernement a le pouvoir de déterminer comment remplir le bloc post-patrimonial. Donc, les appels d'offres, je vous les présente très, très rapidement, mais c'est important parce qu'il y a eu différentes époques d'appels d'offres. Donc, on a eu l'ère du tout privé. Donc, le premier, deuxième appel d'offres pour l'éolien, c'était des projets qui étaient 100%, qui appartenaient à 100% à des entreprises privées. Donc, Hydro-Québec envoyait ses appels d'offres et c'était seulement des entreprises privées qui pouvaient participer. Ensuite de ça, on a eu l'expérience communautaire de l'appel d'offres 3 et 4, où là, on a développé comme une approche un peu particulière où on a commencé à explorer qu'est-ce qui arrive si on fait des projets où le privé est propriétaire, mais que les communautés locales sont partiellement propriétaires.
On va voir un peu plus dans les détails. Et ce projet-là, finalement, l'expérience, on a décidé de continuer avec ça pour toutes sortes de raisons. Et donc, dans l'appel d'offres 3, la troisième période, on a l'appel d'offres 5, 6 et 7, donc 2021, 2023 et maintenant, c'est très récemment 2025, 2026. Ces appels d'offres-là, ça, c'est des appels d'offres sous le gouvernement Legault. Et là, c'est l'explosion des projets. On va voir la variation. Donc là, je suis désolé pour l'écran, c'est vraiment petit, fait que je vais vous les dire, là, vous les expliquer. Donc, en orange, ici, vous avez les deux premiers appels d'offres, donc 2003-2005. Et bon, le premier appel d'offres, c'est une puissance totale de 820 MW. C'est l'équivalent d'un bon barrage d'Hydro-Québec, pas un complexe, juste un barrage. Ensuite de ça, en 2005, on passe à 2000. Donc, le premier, 820 MW. Le deuxième, 2010 MW. Donc, 2010, c'était une énorme quantité d'énergie éolienne qui a été rajoutée sur le territoire. Après ça, en bleu, la période des expérimentations, on retombe à des projets beaucoup plus petits. Donc, on a 286 total en puissance pour le troisième appel d'offres. Ça, c'est réparti sur 12 projets, ce qui voulait dire que c'était des très petits projets qui tournaient autour de 25 MW par projet. Ensuite de ça, 446 MW, toujours des petits projets. Mais là, sous le go en vert ici, on a 1144 MW et 1500 MW. Et le nouvel appel d'offres qui est encore autour de je pense, c'est 1500 MW encore. Donc, on voit que tranquillement, en fait, très rapidement, depuis que Legault est rentré dans son deuxième mandat, on voit là, vraiment une explosion des projets. Donc, ça, c'est l'entrée en matière juste pour comprendre où est-ce qu'on se situe avec le milieu éolien. On va creuser plus la question du modèle communautaire parce que le développement communautaire, donc les partenariats communautaires éoliens, ce qu'on découvre à partir de la section bleue puis en continuant dans le vert, c'est vraiment le nouveau modèle qui est le plus prévalent et c'est le modèle qui décrit le mieux les projets qui sont développés en ce moment, notamment dans la région d'ici. Donc, on rentre dans la deuxième section, comment on développe un projet éolien. Donc, je voulais vous donner une idée un peu plus claire de ce qui arrive quand on développe un projet éolien. Donc, j'ai identifié à peu près 5 phases. Donc, on a la première phase qui est la phase confidentielle. Ensuite de ça, la phase des appels d'offres, la phase de réalisation, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. On va regarder principalement les 3 premières parce que dans une dynamique d'acceptabilité sociale puis une séance d'information, c'est beaucoup plus là que c'est intéressant. Si vous avez des questions après pour les phases d'exploitation puis de démantèlement, on pourrait l'en traiter à la période de questions parce que j'essaie de décourter le plus possible cette section-là. Donc, la phase confidentielle, ça, c'est la première étape dans un projet. Et ça commence toujours avec une section, un moment de recherche et développement. C'est le moment où, généralement, ça va être l'entreprise privée, le développeur éolien, qui veut explorer une région. Et cette étape-là, généralement, elle n'a pas besoin d'être vraiment publique ou publicisée. En s'en venant, tantôt, on est passé devant un mode de test, justement, où il y avait une entreprise dans le coin qui venait installer son mât pour faire des tests de vent. Des fois, ces tests de vent-là, ils vont se faire dans la forêt, donc l'entreprise va se faire donner. Ça, c'est des choses que j'ai vues, notamment dans le Bas-Saint-Laurent. Des promoteurs éoliens qui se font donner je pense, un acre de forêt publique, ils s'en vont dans la forêt, ils coupent leur arbre, ils installent leur mât, personne n'est au courant de ce qui se passe là. Donc, ce genre de démarche-là, c'est pour se donner une idée plus claire de est-ce qu'il y a réellement du potentiel éolien dans le secteur. Des fois, la population est au courant que ça a lieu, mais généralement, ça reste pas mal subtil. Et ce genre de processus-là peut se faire vraiment en amont de tout projet concret. Donc, ça peut se passer plusieurs années après que cette étape de recherche-là a été faite, avant qu'un promoteur décide d'agir et de passer à l'action. Donc, ensuite de ça, quand le promoteur décide qu'il veut vraiment développer un projet dans une région donnée, il va avoir des rencontres avec les élus.
Là, moi, de mon expérience, après avoir rencontré beaucoup de gens dans mes recherches, être allé à la rencontre des élus municipaux, moi, ce qui ressort de mes recherches, puis là, je trouve ça important de le dire parce que je n'argumente pas que c'est ça qui se passe partout, mais ce qui a été identifié pour le moment, c'est que quand le promoteur éolien va à la rencontre des élus, ça se fait beaucoup à l'avance des projets et généralement, les élus sont appelés à ne pas communiquer ces rencontres-là avant un bon moment dans le processus. Donc, ces rencontres-là se font de manière confidentielle. Moi, on m'a communiqué des rencontres de type se faire inviter au restaurant à Montréal, se faire même payer des voyages en France pour aller visiter un parc. Ça, c'est des choses qui ont lieu dans cette période-là. Donc, ça, c'est la phase confidentielle. On a aussi des situations où ces rencontres-là vont se faire principalement au niveau de la MRC. Et donc, les élus de la MRC vont être au courant des rencontres, mais pas nécessairement les membres du conseil municipal. Donc, ça crée certaines dynamiques où l'information ne se rend pas à tous les élus. Ensuite de ça, aussi en parallèle de ça, on a la rencontre avec les propriétaires terriens. Donc, ça, c'est les différents propriétaires de terrain qui pourraient accueillir des éoliennes sur leur territoire. Ces rencontres-là se font toujours de manière confidentielle. Généralement, il faut signer une entente de confidentialité avant que n'importe quel échange ait lieu. Et ça veut dire que les propriétaires terriens, s'ils sont rencontrés, ils ne peuvent pas en parler à personne. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des signatures d'entente de principe où essentiellement, ce qu'on essaie de faire durant cette période-là, c'est d'avoir des signatures d'un côté et de l'autre pour dire si jamais il y a un appel d'offres, si jamais on applique, si jamais on est pris, on a l'autorisation de tout le monde pour aller de l'avant avec le projet. Ça ne veut jamais dire que, dans ces signatures-là, ça ne veut jamais dire que c'est une garantie qu'un propriétaire terrien, si le projet est pour aller de l'avant, qu'il va avoir une éolienne sur son terrain. Ça veut juste dire que si tout ça arrive, il a donné son consentement à l'avance et l'entreprise, elle pourra aller de l'avant sans se poser de questions. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une entente est obtenue? À partir de ce moment-là, généralement, le projet entre en dormance en attendant un appel d'offres. Dépendamment, ça peut être coordonné en prévision d'un appel d'offres. Donc, généralement, des fois, c'est pas si long que ça. Ensuite de ça, il y a quelques préparatifs légaux qui peuvent être mis en place. Des fois, c'est avant ou pendant un appel d'offres. Donc, généralement, vous allez avoir la municipalité d'un côté et le promoteur. Désolé encore, si ici on a le parc éolien qui attend de naître, on a la municipalité et le promoteur. Donc, qui vont tous les deux vouloir être en charge du projet. La manière dont ça va être fait, c'est que généralement, ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'on va créer une société en commandite qui va être contrôlée par la municipalité et le promoteur. La société en commandite, essentiellement, c'est une entreprise, selon la loi, c'est une entreprise privée, mais dont sa raison d'être, c'est de gérer une entité. Donc, dans ce contexte-là, ça serait gérer le parc éolien. Donc, la société en commandite gère le parc, mais ne possède pas le parc. Donc, les personnes qui possèdent le parc, c'est la municipalité et le promoteur, mais la gestion est gérée par la société en commandite et la société en commandite est gérée par la municipalité et le promoteur. C'est mélangeant, c'est voulu. L'idée là-dedans, c'est de créer d'encapsuler les différentes pratiques pour que essentiellement la responsabilité légale de ce qui se passe avec le parc soit séparée des profits. Donc, les gens qui sont responsables de qu'est-ce qui se passe, c'est cette boîte vide-là. Mais l'argent, elle s'en va aux gens aux entités qui participent, donc la municipalité puis le promoteur. Ensuite de ça, bien évidemment, l'objectif, c'est que la production va être vendue à Hydro-Québec en bas. Et là, dépendamment de où est-ce qu'on est et de comment on s'organise, on peut avoir des entités tierces. Donc, on pourrait avoir une municipalité qui crée une corporation municipale. On pourrait aussi avoir une régie intermunicipale. C'est des choses qu'on a eues principalement dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, mais que je semble comprendre qu'il y a des tentatives de faire ça dans d'autres régions, là, notamment ici, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, le promoteur peut très facilement avoir différentes filiales
Par exemple, on a EDF, là, Énergie de France, qui est beaucoup impliqué dans l'éolien au Québec. Ben, c'est pas EDF de France là, qui gère ça, ça va être une sous-division d'une sous-division d'une sous-division qui va avoir qui va s'occuper de chaque projet individuellement. Mais ça, c'est des particularités légales. Mais c'est juste toujours de comprendre où est-ce qu'on se situe dans tout ça. C'est toujours comme des poupées russes un peu, là. Donc, on passe après ça à la deuxième phase, qui est la phase des appels d'offres. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive à un point où le gouvernement décide que, bon, on a besoin de plus d'électricité, on envoie un appel d'offres. Cet appel d'offres-là, on veut que ce soit de l'éolien. Donc, on a Hydro-Québec qui lance l'appel d'offres. On a des soumissions de projets. On a des séances d'information. Donc, ça, c'est vraiment le processus, parce qu'à partir du moment où on a les appels d'offres sont lancés, c'est là le moment où les promoteurs n'ont pas le choix de rendre le projet public, parce que les appels d'offres, on peut les consulter. En fait, les soumissions, on a tendance à être mis au courant. Donc, un projet pour... quand un promoteur veut soumettre un projet à Hydro-Québec, bien, à partir de ce moment-là, son projet devient public. Donc là, c'est le moment où ça devient plus concret. C'est généralement le moment où le développeur n'a pas le choix de tenir des séances d'information, parce que sinon, là, on pourrait avoir des réels enjeux d'acceptabilité sociale, mais en même temps, faut garder en tête que peut s'être passé quelques années avant un appel d'offres de planification en arrière des rideaux entre les élus et les développeurs éoliens. Et ça, c'est une période où les informations concernant le projet sont connues, sont gardées confidentielles, notamment pour des raisons pour préserver la propriété intellectuelle puis le secret industriel. C'est de merveilleuses inventions. Mais ultimement, cette période-là, si on passe plusieurs années avec des projets qui sont en train d'être planifiés en arrière des rideaux, la population n'est pas plus informée. Et dans les faits, ce qu'on a remarqué jusqu'à présent, c'est que quand il y a des séances d'information, souvent, elles vont se faire à partir du moment où il y a une demande, un lancement d'appel d'offres, et ça va être des périodes très, très, très restreintes, très courtes, généralement vers la fin des délais. Donc, des fois, on peut se retrouver avec un appel d'offres qui prend fin, disons, le 1er janvier, puis on va avoir des séances d'information le 1er décembre. Là. On donne pas beaucoup de temps à la population de se mobiliser, puis ce qu'on a observé aussi, puis ça, c'est des gens qui m'ont relaté leurs expériences, mais il y a déjà eu des choses comme on monte une séance d'information et on publicise l'information dans le journal local, sauf qu'on envoie une publicité dans le journal, dans un petit carré dans le coin de la page des annonces, le jour avant la séance d'information. Donc là, ça demande aux gens d'avoir accès au journal le jour même, de lire la page et de s'organiser pour être disponible le lendemain pour assister à la séance d'information. Donc, ça vous donne une idée de c'est quoi l'objectif que les promoteurs ont généralement dans cette démarche-là, d'informer la population. Puis on peut se dire, bon, ben, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Mais ultimement, dans les faits, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un développeur, lui, tout ce qu'il a besoin pour se faire reconnaître auprès du gouvernement, c'est d'avoir tenu une séance d'information. Il n'y a pas de critères en ce moment, il n'y a pas de cadre réglementaire qui nous dit comment la séance d'information doit être faite, comment on doit respecter les délais, comment on doit s'assurer que la population a été informée suffisamment d'avance. Il n'y a aucune règle là-dessus. Donc, tout ce que Hydro-Québec va regarder quand il va évaluer ses applications, c'est les différentes soumissions qu'elle reçoit, c'est est-ce que le promoteur a tenu ou non une séance d'information. Puis, dans les faits, généralement, oui. C'est juste que, est-ce que c'est une vraie séance d'information? Ça laisse à désirer. Puis d'ailleurs, garde en tête aussi que ces séances d'information-là, pour avoir rencontré plein de gens comme vous, je ne sais pas si vous avez vécu des séances d'information éoliennes dans votre région, mais moi, ce qu'on m'a relaté jusqu'à présent, c'est qu'il y a souvent deux tendances assez importantes. Soit, ça va être principalement des séances promotionnelles où on vient vendre le projet puis on n'est pas là pour répondre à des questions. Ou l'autre stratégie, c'est d'envoyer quelqu'un qui n'est pas du tout formé pour répondre aux questions. Et donc, même si les gens ont des questions, même au final, ça ne change rien parce que la personne n'est pas équipée pour répondre aux questions. Et malheureusement, dans des dynamiques comme ça, il n'y a pas de suite à ça parce que la séance d'information est tenue. Donc, le processus de sélection des offres, là, je vous le présente très rapidement. Encore une fois, désolé pour la petitesse, je vais vous les lire. Ça, en gros, c'est la grille de pointage qu'utilise Hydro-Québec pour prendre sa décision.
Donc, c'est une grille sur 100 points. On a 40 points qui sont dédiés à des critères non monétaires. Donc là, c'est de respecter certaines dimensions ou catégories. Là, je vous le dis d'avance, la grille n'est plus à jour parce qu'elle change à chaque appel d'offres. Mais bon, dans les derniers appels d'offres, il y avait l'obligation de respecter 60% du contenu qui soit fait au Québec. Donc, contenu, on parle des éoliennes, le matériel industriel utilisé, 60% devait venir du Québec. 35% devait avoir été produit dans la région visée. Ensuite de ça, il y avait des certifications. Ensuite de ça, ben, participation du milieu local, là, ça, concrètement, c'est tenu ou non de séances d'information. Puis pour vous dire, c'est un résumé très rapide, là, mais ce genre de critères-là, là, ça, c'est 2 points sur les 100. Là. Donc, en même temps, précisons, chaque entreprise va toujours s'assurer de pouvoir cocher cette case-là puis d'avoir ces 2 points parce que ça joue beaucoup sur des petits chiffres, mais ça vous donne une idée pareille de l'importance que le gouvernement accorde au concept de consultation citoyenne. C'est 2 points sur 100. Ensuite de ça, durée des contrats, capacité financière, faisabilité du projet, expérience pertinente. Ça, c'est pour décrire principalement comme les capacités de l'entrepreneur qui veut développer le projet. Mais le plus important, c'est les 60 points qui sont dédiés au coût de l'électricité. Parce qu'au final, c'est vraiment sur ça qu'on se base pour prendre une décision. C'est est-ce que ça va coûter cher ou pas? Puis généralement, le projet qui va être en haut de la liste, c'est généralement le projet qui promet de faire l'électricité au plus bas tarif. Donc, ensuite de ça, on rentre dans la phase de réalisation. Donc là, ça, c'est la phase où on entre en recherche de financement. Donc là, je vous ai fait, on a la municipalité puis on a le promoteur. La municipalité, elle va procéder à des règlements d'emprunt. Donc, la municipalité emprunte via le gouvernement les montants nécessaires pour pouvoir investir dans le développement du projet. Et de l'autre côté, bon, ben, l'entreprise privée va avoir utiliser un emprunt bancaire ou généralement, c'est des grandes entreprises, elles peuvent avoir déjà les fonds nécessaires. Ensuite de ça, on passe à la phase de construction et la mise en service du projet. Ça, c'est un processus qui, en général, prend 4 ans quand il n'y a pas de procédure judiciaire et de ralentissement et toutes sortes de problèmes qu'on sait qu'il peut arriver. Et en même temps, simultanément, on a toutes sortes de trucs. J'ai gardé ça avec juste la tenue d'un BAP, mais à partir du moment où un projet est sélectionné et qu'il va de l'avant, c'est avant tout, il va avoir la tenue du BAP pour déterminer si le projet peut réellement aller de l'avant. Fait que la sélection, quand Hydro-Québec sélectionne un projet, c'est pas terminé. Il y a encore d'autres étapes avant que toutes ces choses-là soient confirmées. Mais la tenue d'un BAP, ça, c'est vraiment un moment qui est charnière. Parce que le BAP, ça, c'est là où la population va pouvoir aller s'exprimer auprès d'un organisme qui est neutre. Là. Donc, le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. C'est un moment qui est important. Le BAP, quand il termine ses séances de consultation, fait un rapport et soumet ça au cabinet des ministres et c'est à eux de prendre la décision finale de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait le projet ou pas? La chose qui est malheureuse dans ce contexte-là, c'est que, puis ça, c'est ce qu'on voit depuis plusieurs années, le gros investissement politique que les partis politiques font, notamment là, dans les dernières années, c'est la CAQ, mais la CAQ met tellement de son capital politique dans le développement de ces projets-là que les BAP deviennent pratiquement caduques parce que l'objectif de la CAQ, c'est de développer ces projets-là. La CAQ, ce qu'elle veut, c'est plus d'électricité, plus d'électricité, plus d'électricité. Donc, même quand le BAP arrive et dit c'est pas super comme projet, le projet n'a pas l'acceptabilité sociale, il y a toutes sortes de problèmes. La CAQ a 100% de la possibilité, la liberté de dire on ignore le rapport du BAP et on va d'avant avec le projet. Donc, ça, c'est une dynamique politique qui est extrêmement problématique. Puis là, on a des élections provinciales qui s'en viennent à l'automne. Moi, je ne suis pas là pour argumenter pour personne, mais il faut garder en tête quand même que la manière dont les candidats et candidates et les partis politiques vont parler du développement régional puis de leur rapport à ce genre de projet-là vont en dire long sur la manière dont vous allez pouvoir être écouté si un jour vous devez faire face à un BAP et que vous exprimez.
Est-ce que vous avez été écouté ultimement? Bien, ça va vraiment dépendre des élus, malheureusement. Donc, je fais un résumé très rapide là, des différentes phases. Phase confidentielle, la phase des appels d'offres, la phase de réalisation, phase d'opération, phase de démantèlement. Phase d'opération, on va voir certains éléments plus tard. La phase de démantèlement, juste pour vous dire, on n'a pas encore de projet au Québec qui est arrivé en fin de vie. Le premier projet, on s'attend à ce qu'il soit en 2031. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux légaux autour du démantèlement des parcs éoliens qu'on attend de voir les belles surprises que ça va nous donner. Mais pour le moment, on ne sait pas. Mais ce qui est important là-dedans aussi, c'est la ligne rouge que j'ai placée. Donc, la ligne rouge, je l'ai mise en évidence là, parce qu'on a la phase confidentielle puis la phase des appels d'offres. Et pourquoi j'ai mis ça en évidence? C'est parce que ça, c'est la période dans laquelle tout le projet repose principalement sur des ententes de principe et des ententes d'intention. Il n'y a rien de concret. Et là, encore une fois, à garder en tête que là, ce que je vais vous décrire, c'est le résultat de comment notre système fonctionne en ce moment. Et ce n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qui se passe partout, mais c'est quelque chose qui a été observé. C'est quelque chose que j'ai de la documentation qui confirme que ça s'est passé. Dans le contexte actuel, des élus peuvent être mis au courant de projets et participer au développement de projets avant que le projet soit rendu public. Ça, c'est clair. S'il y a des rencontres confidentielles avec les développeurs, avec les promoteurs, ça peut se passer sur plusieurs années. Durant cette période-là, dans la mesure où le projet, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de décision exécutive qui est faite par les élus, ça veut dire en sorte que toutes les décisions qui sont prises à l'intérieur de ces rencontres confidentielles-là ne sont pas contraignantes d'aucune manière. Et ça veut aussi dire de cette manière-là que, d'un certain point de vue, il n'y a rien là-dedans qui peut être considéré légalement comme un conflit d'intérêts. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a rien là-dedans qui est concret. On jase. Exact. Puis c'est juste quand un projet est retenu suite à un appel d'offres et que là, il faut prendre des décisions pour dire OK, le projet a été retenu, on a appliqué sur un appel d'offres, notre projet a été retenu, il faut aller de l'avant, là, on commence à prendre des décisions, puis là, il faut se rencontrer au conseil municipal et il faut voter pour dire toutes ces ententes de principe-là, là, on va de l'avant, on les vote et on rend ça concret et béton. Ça, c'est le moment numéro 1 où les élus sont appelés et obligés de déclarer leur conflit d'intérêt. Sauf qu'à ce moment-là, la majorité des décisions ont été prises. Donc, ce qui a été observé par le passé, là, il faudrait que je vous retrouve la municipalité, mais il y a une municipalité qui avait été sous enquête pour risque de conflit d'intérêt et le Bureau des enquêtes publiques, je vous vois. Pardon? Ça se pourrait que ce soit Sainte-Séraphine, mais ça se pourrait qu'il y en a d'autres. Mais c'est ça. Une municipalité avait été mise sous enquête, l'enquêteur était allé voir, elle avait fini par déclarer il y a des gros risques de conflit d'intérêts, mais à l'époque, vu qu'il n'y avait rien, on n'était pas encore dans une période contraignante, l'enquête avait arrêté là. Et 1 an ou 2 ans plus tard, projet soumis, accepté, rencontre du conseil municipal où on se rencontre tout le monde ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première discussion qu'il y a au procès verbal? Ben, c'est la déclaration de conflit d'intérêt de 5 des conseillers municipaux sur 7, incluant le maire. Et donc là, c'est tout le monde, 5 sur 7 disent on a des conflits d'intérêt avec le projet, on entend gagner de ce projet-là, ou ça peut être des gens de la famille, ou peu importe. Mais l'idée, c'est qu'il y en a 5 sur 7 qui ne peuvent pas voter là-dessus. Et la décision est simplement reportée ou relancée dans la cour de la MRC. Et finalement, la MRC, elle n'a pas besoin de se casser la tête avec le fait qu'une de ces municipalités a des conflits d'intérêts majeurs parce que la MRC, elle, ce qu'elle veut, c'est que le projet aille de l'avant. Et donc, on a un peu ce mécanisme-là en ce moment qui rend des conflits d'intérêts possibles et étrangement comme faciles. Et encore une fois, puis là, je le répète, le problème, c'est qu'on n'a pas de cadre réglementaire qui dit comment un projet peut être développé. Et ça mène à des dynamiques vraiment problématiques comme celle-là.
On va passer rapidement sur comment financer un projet, parce que ça, c'est des grandes questions. On a parlé de règlement d'emprunt. Donc, ça implique, oui, que la municipalité ou la MRC doit faire des emprunts. Donc, c'est effectivement beaucoup d'argent. Donc, très rapidement, environ 80% des coûts d'un projet éolien doivent être financés avant le début de la production. Parce que le gros des coûts, d'un projet éolien, c'est la construction. C'est l'obtention des droits sur le territoire, c'est c'est déboiser, c'est préparer le terrain, installer les éoliennes. Les tours coûtent très cher. Donc, 80% est financé dès le départ. Et ensuite, le reste du 20%, c'est l'entretien. C'est l'entretien, puis aussi c'est les redevances qui vont être versées aux municipalités. Donc, si on se dit que la municipalité, la majorité des projets communautaires qu'on a présentement, c'est des projets qui sont partagés à 50-50 entre les MRC et le promoteur privé, bien, ça veut dire que 40% du projet doit être financé par les MRC. Donc, ces règlements d'emprunt-là, ça peut être des bons montants. Là. Ça peut monter, jusqu'à présent, les chiffres que moi j'ai obtenus, ça peut monter jusqu'à peu près 50 millions de dollars. C'est des gros montants. Mais là, les craintes qui ont été soulevées à plusieurs moments, c'est qu'est-ce qui arrive si le projet n'est pas rentable? Est-ce qu'on serait à risque de grandes faillites et des choses comme ça? C'est assez particulier. Disons, le montage financier des projets éoliens fait en sorte que le remboursement de la dette générale va être planifié sur une bonne partie de la durée de vie du projet. Donc, c'est certain que si on était pour construire un parc et décider de l'arrêter après 2 ans, c'est certain qu'il y aurait des grosses pertes pour la communauté. Mais ce qu'on observe pour le moment, c'est que les parcs sont relativement rentables. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine section. Et donc, dans ce contexte-là, jusqu'à présent, puis pour avoir parlé à beaucoup de gens dans le milieu puis sur le terrain, la conclusion, c'est que ces projets-là ne sont pas très risqués d'un point de vue économique. Donc, si vous avez peur, par exemple, que votre municipalité se retrouve endettée par-dessus la tête, jusqu'à présent, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc, on va approfondir ça dans la section 3 sur les dynamiques locales. Donc, très rapidement, là, je fais un tour des différents projets. Là, ça, c'est des projets que j'ai analysés dans une recherche que j'ai finalisée en novembre passé. Donc, c'est les différents projets communautaires qu'on voit jusqu'à ce jour là, qui existent. Donc, dans les projets communautaires au Québec, on a 7 municipalités qui sont impliquées dans des projets de manière indépendante. On a 14 MRC. On a 2 régies intermunicipales de l'énergie. On a une alliance interrégionale, qui est l'Alliance de l'énergie de l'Est. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. On a 12 communautés autochtones et on a un projet dans lequel on a Hydro-Québec. Et donc, ça, c'est pour vous donner une idée un peu des acteurs qui sont impliqués jusqu'à présent. Là, à noter, ça se limite aux projets communautaires qui existent, qui ont été construits et qui produisent en ce moment. Donc, ça veut dire que ça se limite aux projets jusqu'à l'appel d'offres 4. Donc, les appels d'offres qui ont été développés depuis l'ère Legault, donc les appels d'offres 5, 6 et 7, et aucun de ces projets-là qui est encore en ligne. Donc, les données n'ont pas été ajoutées encore. Donc, pour vous donner une idée aussi, plus généralement, ça, c'est quelque chose que je trouve quand même important quand on parle de la dynamique du développement éolien au Québec. La majorité des régions, en fait, des MRC qui sont, en fait, des municipalités même qui sont touchées par du développement éolien, font partie des régions les moins, qui ont le moins de vitalité économique. Donc, ici, ça, c'est le 5e quintile, donc le quintile où la vitalité économique est la plus faible. Donc, on voit que 35%, même 35,5% des municipalités qui ont des éoliennes sur leur territoire appartiennent au quintile le plus bas et 21,2% appartiennent au 2e plus bas. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près presque 2 tiers des municipalités qui ont des éoliennes sur leur territoire qui sont dans les plus pauvres du Québec. Après ça, évidemment, on a quelques municipalités qui sont mieux situées, mais malgré tout, reste qu'il y a des dynamiques
qui sont qui ressortent de ça. Parce que, évidemment, si on vise principalement des régions ou des municipalités qui sont dans des besoins économiques plus criants, ben, ça va être plus facile de faire passer certains projets. Puis ça, ben, il y a évidemment quelque chose de questionnable de ce point de vue-là. Ensuite de ça, dans ma recherche la plus récente, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, j'ai obtenu essentiellement tous les revenus éoliens qui ont été produits depuis que les projets communautaires sont en ligne et je les ai comparés aux revenus des taxes foncières que les municipalités reçoivent. Donc, évidemment, les taxes foncières, c'est le plus gros des revenus généralement, c'est la plus grande part des budgets d'une municipalité. Et comme vous voyez ici, en orange, j'espère que vous le voyez, en orange, c'est les revenus éoliens comparativement en bleu, le revenu des taxes foncières. C'est par part du budget des municipalités. Donc, ce que vous voyez, là, j'avais fait la moyenne à peu près. En moyenne, c'est à peu près 2,9 du budget d'une municipalité qui provient des revenus éoliens. Donc, ce n'est pas des gros montants. Évidemment, il y a quelques exceptions. Il y a quelques municipalités qui reçoivent énormément d'argent de l'éolien, mais on parle de moins de 10 municipalités. C'est vraiment pas tant que ça. Donc, c'est peut-être un tableau qui va être un peu plus difficile à saisir avec la taille de l'écran, mais pour vous donner une idée, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai comme présenté c'est comme une distribution de ce tableau-là. Donc, en bleu ici, c'est toutes les municipalités qui reçoivent moins de 1 de leur budget en revenus éoliens. Ensuite de ça, en orange, c'est entre 1 et 2 Donc, vous voyez que déjà ici, là, on est à presque 80 mettons qu'on dit que c'est 75 donc 3/4 des municipalités du Québec qui reçoivent 2 ou moins de leur budget en revenus éoliens. Et après ça, ben, ça nous reste un quart. Donc, en vert foncé, on a entre 2 et 3 donc même là, c'est pas encore beaucoup. Là. Ça veut dire que jusqu'ici, on est dans la moyenne générale. Et là, après ça, en bleu pâle, mauve, puis vert pâle, ça, c'est vraiment la petite exception qui fait monter la moyenne au final. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la distribution plus large des revenus. Ça fait qu'il y a très peu de municipalités qui reçoivent beaucoup, beaucoup d'argent. D'une autre manière de le présenter, ici, là, vous avez en haut dans le tableau, c'est les municipalités qui reçoivent moins de 50 $ par habitant en revenus éoliens. Donc, on a 113 municipalités ou 52 donc, 52 des municipalités qui reçoivent des revenus éoliens reçoivent moins que 50 $ par habitant et 78 reçoivent moins de 100 $ par habitant. Fait que ça vous donne une idée. Puis là, au total, on avait 219 municipalités analysées. Ensuite de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, les risques économiques sont relativement faibles par rapport au projet. Puis j'avais posé la question à quelqu'un à un moment donné, un expert dans le milieu. J'avais dit, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, une entreprise faisait un peu comme, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la saga de Northvolt, mais c'est une grosse compagnie qui soudainement, on apprend qu'elle n'était pas rentable, puis elle a fait faillite, puis elle disparaît, puis on se retrouve avec des dettes. Qu'est-ce qui arrive si on avait l'équivalent avec un projet éolien? Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que les projets éoliens sont tellement avantageux que si une compagnie, par un hasard quelconque, faisait faillite, c'est sûr qu'il y aurait une autre compagnie qui arriverait en disant on veut acheter les parts de ce projet-là, puis on veut que le projet continue. Puis c'est un peu la dynamique vers laquelle on va aller tranquillement. C'est qu'il y a une raison pourquoi ces projets-là sont rentables. C'est que le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour s'assurer que ça soit des très bons projets pour les entreprises. Puis, évidemment, par la bande aussi pour les municipalités qui maintenant investissent dans ces projets-là avec. Donc, il reste qu'il y a un risque potentiel, c'est la sous-production. Si un projet, si les tests n'ont pas été suffisamment concluants, puis on est allé de l'avant, puis finalement, une région visée n'était pas satisfaisante, puis s'il y a eu des bris techniques qui font en sorte qu'un projet a de la misère à fonctionner, ou s'il y a des changements climatiques qui font en sorte que
soudainement, le vent qu'on pensait potentiel, finalement, le potentiel change. Et ça, je vous avouerai que ça a été assez intéressant d'analyser les revenus éoliens dans les dernières années sur l'ensemble des projets communautaires parce qu'on a vu une baisse générale de la production qui est essentiellement le résultat de moins de vent qu'on a dans les dernières années. Mais bon, est-ce que ça va durer pour longtemps? Est-ce que ça va changer? Ça va augmenter? C'est très difficile à prévoir ce genre de choses-là. Je ne suis pas météorologue. Donc, ensuite de ça, je voulais comme explorer comme deux, trois réflexions supplémentaires avant de passer à la prochaine section. J'ai comme une petite section mythe versus réalité. Je suis conscient que c'est trop petit, là, fait que je vais vous les lire. Donc, le premier mythe que je vois beaucoup, moi, c'est qui est beaucoup mis de l'avant, c'est que les partenariats municipaux créent une opportunité en or pour les municipalités. Sauf que la réalité, c'est que l'absence de normes, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui définissent l'acceptabilité sociale, ça amène souvent à des déficits de démocratie à des populations qui sont privées d'informations essentielles. Donc, généralement, on va développer un projet, on ne consulte pas la population, on cache l'information et on sort de tout ça en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous donner une idée, dans ma dernière recherche, j'ai fait une recherche sur les 219 municipalités qui reçoivent du revenu éolien en ce moment. Et j'ai envoyé des demandes d'accès à l'information à la fois aux municipalités directement et au MRC qui coordonne les municipalités. Dans beaucoup trop de cas, j'avais des municipalités qui me répondaient qu'elles ne recevaient pas de revenus éoliens. Et ensuite de ça, j'avais une MRC qui me disait « Oui, voici ce que cette municipalité-là reçoit ». Et donc là, on a une dynamique assez particulière. On a tout un système dans lequel même nos municipalités, des fois, ne sont pas vraiment au courant de qu'est-ce qui se passe, de comment les choses fonctionnent. Ça crée un système qui est assez questionnable. Ensuite de ça, la structure des partenariats donne beaucoup trop de pouvoir aux décideurs publics. On l'a vu tout à l'heure. Ouvrant la porte, là, désolé pour, je sais qu'on a des élus dans la salle, là, je sais que le terme de corruption fait toujours mal entendre, mais reste que c'est une réalité sociologique là, que s'il y a la possibilité, il y a des gens qui vont l'utiliser. C'est pas une accusation pour personne dans la salle. J'avais un autre. Non, ok, je suis revenu en arrière, je ne sais pas pourquoi. Désolé. Ouais, finalement, je pense que screen sharing has stopped because the external display is disconnected. On a un problème technique. En ce moment, on voit. Qu'est-ce que tu vois? Ah, OK. Je pense que tu peux juste repartager. Je vais la repartager, OK. On ressent. On ressent. On est good? OK. Désolé pour ça. Donc, deuxième mythe. Donc, la filière éolienne contribue au développement économique régional. La réalité, la filière a créé un système, un secteur d'emploi dépendant d'expertise étrangère. Donc, ça, c'est une réalité qu'on voit à plusieurs niveaux. Déjà, je trouve toujours ça un peu choquant quand, là, avant c'était François Legault, là, maintenant j'imagine que ça va être Fréchette qui va dire ça, mais il y a toujours une grande fierté de parler de notre expertise québécoise autour de la production d'éoliennes. La réalité, c'est qu'au Québec, on n'a pas l'expertise de développer des éoliennes. On n'a pas d'experts qui construisent et qui développent les pales, qui construisent et qui développent les turbines. Nous, notre expertise, c'est l'assemblage. On reçoit des plans, puis on se fait dire, à agencer les choses comme ça. Donc, par exemple, si Hydro-Québec voulait décider de se construire ou de se partir une filière de développement éolien au Québec, puis de construire ses propres turbines, puis tout ça, on n'a pas l'expertise au Québec. Il n'y a pas de propriété intellectuelle, donc il n'y a pas de brevet québécois avec ces technologies-là. Donc, on partirait de zéro, là. Ce qui est assez problématique à plusieurs égards parce que notre expertise, c'est vraiment, on reçoit des blocs légaux puis on les assemble. Notre expertise, c'est de suivre le plan. Puis c'est une manière un peu péjorative de décrire le travail des gens dans le milieu, c'est certain, mais reste que
on n'a pas on n'a pas l'autonomie qu'on prétend avoir dans ce secteur-là, dans la dimension industrielle de l'éolien. Ensuite de ça, ben, les redevances éoliennes ne règlent aucun des problèmes structurels en région. Donc, un bon exemple qu'on a souvent, c'est qu'il y a beaucoup de tensions autour de l'utilisation des terres agricoles par les éoliennes. Ben, c'est vrai que si on prend ça de manière restreinte, on peut certainement avoir des moments où on a un agriculteur ou une agricultrice qui est en difficulté financière, qui pourrait se retrouver à avoir une éolienne sur son terrain et se dire, bon, ben ça, c'est super, on a 50 000 $ par année supplémentaire, on peut vivre un peu mieux de notre vie. Ça ne change pas le fait que, globalement, le milieu agricole va toujours souffrir. On va avoir aidé une ou deux personnes, mais l'agriculture au Québec va toujours demeurer aussi difficile pour tout le monde. Donc, quand on parle de développement économique régional, surtout dans des secteurs agricoles, notamment comme ici, on n'aide aucunement les dynamiques qui ont besoin d'être aidées en rajoutant un peu d'argent, puis en distribuant un peu d'argent par-ci, par-là. Puis aussi, ça, c'est un autre argument qui est surtout évoqué par les élus municipaux qu'on rencontre généralement quand on touche à ces questions-là. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Et là, ça va beaucoup dépendre. Différentes MRC, vu que j'ai analysé toutes les MRC qui reçoivent ce genre de montant-là, différentes MRC font différentes choses avec cet argent-là. Ce qui est plus intéressant, c'est quand des MRC décident de faire un fonds collectif et d'utiliser cet argent-là pour développer des projets à plus grande échelle. Malheureusement, ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est que les MRC vont juste distribuer cet argent-là aux municipalités et on se retrouve avec juste quelques petites municipalités qui ont des montants corrects. Ça peut être quelques millions de dollars par année, mais c'est des montants qui, généralement, si on regarde ça à l'échelle de la municipalité, ça va être des petits montants qui ne peuvent pas faire des différences structurelles. Et aussi, on a tout l'enjeu de l'autre côté, des élus qui souvent disent ben, on n'est pas des experts là-dedans. Nous, on a beaucoup, surtout en région, on a beaucoup d'élus qui se retrouvent à avoir la difficulté même, qui manquent de formation pour accomplir leur tâche. Des fois, qui se retrouvent avec trop peu d'employés pour accomplir leurs objectifs. Et souvent, c'est avec la difficulté à avoir une idée claire de comment utiliser cet argent-là au meilleur de son potentiel. Donc, ça, c'est des dynamiques en ce moment où ben, on laisse un peu entre les mains de nos élus cette responsabilité-là, ce qui est, à mon sens, un peu injuste parce qu'on s'attend à ce que cet argent-là arrive magiquement à changer toutes sortes de choses, ce qui n'a aucune garantie d'arriver. Puis, il y a un manque d'implication, notamment du gouvernement provincial, d'aider et de donner des outils qui pourraient amener à un développement puis à de la revitalisation économique, chose qui n'est aucunement garantie d'arriver. Même si certains élus ont des idées intéressantes, c'est jamais une garantie. Puis c'est jamais une garantie que même si un projet cool arrive, c'est aucune garantie que ça va mener à de la revitalisation économique. Et pour avoir analysé les effets en ce moment, j'ai aucune capacité à conclure que l'évolution de la vitalité économique dans les régions où il y a du revenu éolien, que ce revenu éolien-là a mené à une amélioration de la vitalité économique. Donc, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas possible de conclure ça. Finalement, ben, l'éolien contraint aussi les municipalités régionales à devenir complices du privé, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Gardons en tête que beaucoup des municipalités sont dans des situations de vitalité économique très faibles et on a besoin d'argent. On a des entreprises privées qui arrivent et qui nous disent on vous promet plein d'argent. Puis là, surtout, on a un gouvernement qui coupe toujours dans les budgets et qui n'est pas là pour aider. Donc, ça devient très facile de prendre le parti de l'entreprise privée. Mais l'entreprise privée, elle s'en fout de ce qui se passe ici. Elle s'en fout du bien-être de la population. L'entreprise, ce qu'elle veut, c'est développer le projet plus rapidement puis maximiser ses profits. Puis ça devient très problématique quand on est dans une dynamique comme ça. Puis c'est pas la faute des élus, c'est pas. Au final, c'est peut-être plus la faute du gouvernement provincial qui laisse ça aller et qui est très content de laisser ça aller. Et c'est aussi le fait qu'en ce moment, encore une fois, on n'a pas de cadre réglementaire qui nous permet d'encadrer comment on développe des projets. Donc, on s'enligne vers la dernière section qui va être la section des dynamiques nationales. Donc là, ce qu'on vient de regarder, c'était vraiment les dynamiques locales. Qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain, au niveau de la MRC, de la municipalité, au niveau de la population locale.
Mais l'éolien, ça a des effets beaucoup plus larges que ça. Puis c'est important de comprendre ces effets-là pour mettre tout ça en contexte ensemble. C'est pour ça aussi que j'ai dit au début que moi, j'arrive pas ici en disant que je suis pour ou contre les éoliennes. On a besoin d'électricité au Québec. Les éoliennes, c'est de l'énergie renouvelable. Il y a un univers dans lequel des éoliennes, c'est un outil qui peut être tout à fait avantageux. Ce que je vous ai soulevé depuis le début, c'est un système qui est dysfonctionnel, qui crée beaucoup d'injustices et d'inégalités, un système dans lequel la population qui est mise devant le fait accompli souvent n'est pas respectée, et dans un système dans lequel il y a beaucoup de gens à qui on demande de prendre des décisions et qui soit peuvent tirer avantage personnellement de cette prise de décision-là, ou d'un autre côté peuvent se ramasser dans des situations où ils ne savent pas exactement comment prendre les meilleures décisions possibles. Donc, là, ce qu'on va regarder, c'est plus largement quels sont les impacts dans le reste du Québec. Donc, juste pour vous donner une idée plus largement, là, ces chiffres-là sont moins à jour présentement, mais gardez en tête que j'utilise juste les chiffres des parcs qui sont actifs présentement. Donc, en moyenne, en 2023, l'électricité éolienne coûtait 9,58 sous le kilowattheure. Donc, disons qu'on arrondit à 10 sous le kilowattheure. Reste qu'on est très, très loin du 2,79 du bloc patrimonial. Là, à nuancer, le 2,79 a été indexé à l'inflation il y a quelques années. Donc, en 2023, on était autour de 3,59. C'est Legault qui a décidé que le 2,79 n'allait pas se maintenir. Si vous regardez le tableau ici, j'ai les différents appels d'offres avec la variation des prix. Donc, le premier appel d'offres, on était à 7 sous le kilowattheure, on est passé à 10, ensuite on est monté jusqu'à 14. Et là, on a recommencé à descendre avec l'appel d'offres 4 à 9,4. Et ça continue à descendre parce que depuis quelques années, la technologie éolienne a vraiment baissé de prix. Maintenant, on est rendu à 7, 6, puis même on a certains parcs qui commencent à offrir des tarifs à 5. Là, il faut garder en tête que ces tarifs-là vont être indexés à l'inflation et que vu qu'aucun de ces projets-là a été mis en service présentement, disons que la plupart des promoteurs privés en ce moment aiment présenter qu'ils vendent de l'électricité à 5 sous le kilowattheure. Il y a une manière de bouger les chiffres pour dire que c'est vrai, mais concrètement, ça serait difficile d'argumenter qu'un projet va être mis en ligne en bas de 6 sous pour le moment. Reste que c'est des chiffres qui sont beaucoup plus bas, mais on va voir, il y a d'autres coûts qui viennent avec ça. Donc, aussi pour vous donner une idée, là, en 2023, on était rendu à peu près 1 milliard d'électricité éolienne achetée au Québec. Donc, ça vous donne une idée de la taille des chiffres. Puis, oui, OK. Donc, encore une fois, un graphique un peu trop petit. Ça, c'est les volumes d'électricité éolienne qui ont été achetés au Québec, répartis par les différents appels d'offres. Et donc là, vous voyez en bleu foncé en bas, c'est le premier appel d'offres, puis après ça, en orange, c'est le deuxième appel d'offres. Ça, bleu foncé et orange, c'est entièrement de l'énergie éolienne privée. Et en haut, c'est les petits blocs d'énergie éolienne communautaire, les partenariats communautaires qu'on connaît depuis l'appel d'offres 3. Là, évidemment, quand on va avoir la mise en service des appels d'offres 5, 6 et 7, il faut imaginer que ce graphique-là, il va être à peu près 2 fois plus haut parce qu'on prévoit acheter beaucoup d'électricité au Québec. Donc, on a estimé, quand je faisais ces recherches-là avec un collègue, on avait estimé des marges de profit entre 9 et 15 %. Donc, dites-vous que, comme j'avais dit 1 milliard pour l'électricité achetée, mais c'est 10 milliards d'électricité. Donc, ça, c'est 10 milliards de dollars, ce que je vous présente là. Donc, si on imagine une marge de profit entre 9 et 15 %, on peut se dire que c'est peut-être à peu près 1,7 milliard de profit qui a été réalisé depuis 2023. Donc, 1,7 milliard de profit, ça, c'est 1,7 milliard qui sont dans les poches d'entreprises privées, là, à l'exception d'une faible portion de ça ici qui se ramasse distribuée auprès de la population. Ensuite de ça, quelques éléments, plus ça, c'est pour vous donner une idée des coûts qui se rajoutent, qui sont inhérents au système éolien tel qu'on le connaît présentement. Il y a le concept de l'intégration éolienne. Donc, évidemment, l'énergie éolienne, c'est une énergie qui est variable. Hein, donc, on ne décide pas quand est-ce qu'elle produit quand il vend. Et donc,
ça demande beaucoup de travail pour gérer le système énergétique, pour s'assurer que quand le vent souffle, on arrête l'entrée, on arrête la production d'électricité, d'hydroélectricité pour laisser rentrer l'électricité éolienne. Donc, ce travail de gestion des fluctuations de réseau, c'est à Hydro-Québec à faire ça pour s'assurer que son système ne saute pas, mais elle sous-traite ce travail-là à une firme privée qui a coûté 1 milliard de dollars depuis le début de l'éolien au Québec. Ensuite de ça, je fais quelque chose que je ne fais jamais dans les... Ah, puis j'ai encore... désolé pour ça, mais là, ce graphique-là, il faudrait qu'il soit plus gros, fait que je veux que vous le voyez pour la peine. Fait que je vais effacer ça. Je fais jamais ça, mais considérant la taille de l'écran. OK. Désolé pour ça, mais j'avais besoin que vous le voyiez. Donc, ici, si on se rappelle là, le bloc patrimonial qu'on avait tout à l'heure. Excuse-moi, tu veux Oui. repartager? Oui, j'y reviens. Je voulais juste donner juste rappeler aux gens le bloc post-patrimonial puis patrimonial. Donc, ça ici, ça décrit la dynamique du bloc patrimonial. Donc, ici, en gris, vous avez la ligne, le 165 TWh dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est le bloc maximum. Il faut s'imaginer là, que tout ce qui est en bas de la ligne grise, ça, c'est de l'électricité qu'on peut régler, qu'on peut satisfaire nos besoins avec notre énergie patrimoniale. Donc, ça, c'est le bloc des barrages. Mais là, la question, c'est quoi le jaune puis l'orange? Bien, en gros, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on réalise que quand le vent il souffle puis que les éoliennes ils produisent de l'électricité, on n'a pas le choix de l'utiliser tout de suite. Parce qu'on ne peut pas l'accumuler, on n'a pas de batterie, on n'a rien. Donc, il faut la rentrer dans le réseau tout de suite. Contrairement aux barrages, que les barrages, on peut arrêter les vannes, puis on peut attendre qu'on en ait besoin pour ouvrir les vannes puis repartir. Donc, autour de, je pense que c'est 2014-2015, je pense que c'est 2015 parce que c'est sous Couillard que ça se passe, on prend la décision d'acheter puis d'utiliser d'abord l'énergie post-patrimoniale. Et ce que ça fait, ça, c'est qu'à chaque fois que le vent souffle, on priorise cette électricité-là et donc on la rentre dans le réseau et on n'utilise pas de l'électricité qui vient des barrages. Donc, en jaune, c'est toute l'électricité qui aurait pu être de l'électricité de barrage, mais qui a été à la place de l'électricité éolienne. Donc, c'est de l'électricité qui aurait pu nous coûter 2,79 ou 3,59, peu importe à quel moment on était dans le système, mais à la place qu'on a acheté 7, 9, 13, 14 sous le kilowattheure. Et en orange par-dessus, ça, c'est toute l'autre électricité éolienne au-delà du bloc patrimonial. Donc, tout ce qui est en jaune, dans le fond, ça, c'est les moments où on a acheté au double, voire au triple, ou même au quadruple du prix du bloc patrimonial de l'électricité éolienne pour l'utiliser dans notre réseau. Mais, inquiétez-vous pas, notre électricité, on l'a vendue aux États-Unis à faible prix. Puis là, oubliez, c'est ça. Justement, on arrive aux exportations. Excuse-moi, oui. Juste leur partager sur le Zoom. Ah, partager sur le Zoom, excuse-moi. Je n'avais pas réalisé que le Zoom avait... Désolé pour ça. Okay. Donc, les gens sur le Zoom n'ont pas vu... Bon, on le voyait quand même. OK, on voyait quand même, parfait. Donc, c'est ça. Pour les exportations, mais on exporte peu notre électricité éolienne parce que justement, on l'utilise, on la rentre dans notre réseau. L'énergie en surplus qu'on vend est presque toujours vendue à rabais parce qu'on a besoin de la vendre. Et la dynamique aussi, c'est que les gens qui achètent notre électricité, c'est les États-Unis. Puis dans les régions où on envoie notre électricité, c'est des endroits où ils ont du vent. Puis à cause de notre géographie, quand le vent souffle ici, généralement, il souffle aussi aux États-Unis. Donc, quand on a des surplus d'éoliens, il y en a aux autres aussi. Donc, ils n'ont pas besoin de notre électricité, qu'on a besoin de s'en débarrasser. Fait
pour avoir analysé les rapports d'Hydro-Québec, il y a une seule année dans les 10, 12, en fait, depuis la production de l'électricité, de l'électricité éolienne, il y a une seule année où on a vendu notre énergie éolienne, en fait, nos exportations, peu importe si c'est de l'éolien ou du patrimonial, mais il y a juste une année où on l'a vendu à un prix qui approximait le prix auquel on achète de l'énergie éolienne, parce que toutes les autres années, on tournait autour de 2, 2,4 sous le kilowattheure. Donc ça, c'est même en dessous de la valeur du bloc patrimonial. Donc on perd de l'argent, essentiellement. Un autre moment où on perd de l'argent, c'est dans des contextes de génération minimum. Donc aujourd'hui, on est dans une journée de génération minimum. C'est une journée où on n'a pas besoin de chauffer, on n'a pas besoin de climatiser, les industries sont fermées, donc on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Des journées comme aujourd'hui, quand le vent il souffle et qu'on a un gros ajout d'électricité, c'est un problème parce que on ne sait pas quoi faire avec cette électricité-là. Puis l'électricité, on peut pas juste l'électricité comme ça, on peut pas juste mettre un fil dans la terre et dire que ça part. L'électricité, elle a besoin d'aller quelque part parce que sinon le système au complet il saute. Donc, il faut l'envoyer quelque part. Et donc, généralement, quand on est dans des creux de demande, on l'envoie aux États-Unis quand même, mais on va avoir tendance à être obligé de le vendre à coût négatif. Donc, ça veut dire qu'on paye les États-Unis pour accepter notre électricité pour qu'eux fassent quelque chose avec. Donc, ça nous coûte de l'argent. Donc là, on peut se poser la question, comment ça se fait que ça arrive ça? La vérité, c'est qu'on est dans un système où on a de l'éolien privé. Et dans les contrats entre Hydro-Québec et les producteurs d'éolien privés, il y a une garantie que Hydro-Québec va acheter toute l'énergie qui est produite par le parc. C'est simple comme ça. Dès que le parc, l'électricité souffle, dès que le vent souffle, l'électricité est produite, Hydro-Québec achète. Donc, au final, c'est la responsabilité à Hydro-Québec de faire quelque chose avec ça. Et au final, là, ça, c'est un moment assez problématique parce que vous voyez, vous avez vu les impacts que ça a. Mais là, on pense à un autre scénario là, complètement différent où ça serait Hydro-Québec qui gérerait les parcs éoliens au Québec. Quand le vent est souffle, Hydro-Québec, si elle dit on est en génération minimum, elle ne fait juste pas allumer les éoliennes, puis on est correct. Donc, c'est un peu la dynamique particulière dans laquelle on est présentement. Et c'est là où parler de ces choses-là, c'est important pour réfléchir après ça dans les dynamiques. Quand on a des élus qui viennent nous voir et qui nous disent on a besoin de cet argent-là, c'est vrai, on est dans une municipalité défavorisée, on a besoin de cet argent-là pour, par exemple, installer un système d'égout, construire un centre de formation, installer une piste cyclable, peu importe. Des fois, l'argument il se fait, les municipalités ont besoin d'argent parce que les municipalités sont sous-financées. Mais là, après ça, il faut se poser la question aussi, OK, on va profiter de ça, on va être dans une dynamique, on va gagner d'une manière ou d'une autre, puis il va y avoir des profits parce qu'il y a des revenus. Mais là, il y a toute cette dynamique-là à laquelle on participe et dont on profite au détriment de tout le reste de la population au Québec. Et là, ça, c'est une position qui est super inconfortable, qui n'est pas mise de l'avant parce qu'on a tendance à ne pas vraiment jouer sur ces deux registres-là en même temps. Mais ça reste une dynamique très réelle. C'est très, très politique comme dynamique dans laquelle on se retrouve quand on a à réfléchir à ces questions-là. Et c'est aussi pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas pour ou contre les éoliennes. Je ne suis pas nécessairement pour ou contre les éoliennes non plus dans ce contexte-là. L'enjeu, c'est que la manière dont on développe les projets éoliens en ce moment crée des situations d'injustice, des inégalités, puis met aussi les populations comme les vôtres dans des situations super inconfortables de des fois devoir accepter des montants parce que on en a besoin, puis on doit fermer les yeux sur toutes sortes de dynamiques hyper problématiques qui ne sont pas à l'avantage de personne. Donc, continuons. Finalement, on a les coûts de connexion aussi. Puis ça c'est pas encore tout à fait un enjeu parce que plus je m'attends à ce que personne ici soit aussi nerd d'éoliennes que moi, mais peut-être Rachel. Mais ce qui est intéressant dans les dernières années, c'est qu'on a développé beaucoup les éoliennes dans l'Est du Québec, donc en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Et on est à un point maintenant où on a un peu saturé le réseau de transport, dans cette région-là. On n'a plus de ligne de haute tension pour transporter de l'énergie en plus. Et donc là, on commence à viser et à cibler d'autres régions, notamment Nicolas-Yamaska, parce qu'il
il y a un poste de transformation qui est dans le coin et qui peut accueillir plus d'électricité. Et ça, en ce moment, le dernier appel d'offres est l'appel d'offres 7, celui qui est sorti en décembre 2025, puis on a encore des détails en ce moment qui sort. Ben, cet appel d'offres-là est intéressant parce qu'il cite des régions très spécifiques et c'est toutes les régions où le réseau est encore capable d'accepter un peu d'électricité. Puis, le potentiel éolien dans ces régions-là n'est pas nécessairement très élevé, donc ça va demander des fois plus d'éoliennes installées dans un secteur juste pour maximiser le potentiel de connexion. Mais une fois qu'on va avoir maximisé ce potentiel de connexion-là, puis qu'on va avoir utilisé toutes les lignes de haute tension qu'on peut utiliser, ben, il va falloir construire d'autres. Puis ça coûte extrêmement cher. Ça va coûter très, 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 très cher. Là, on a des projets qui, Legault, les dernières fois, qui parlait des nouveaux projets qui veulent voir le jour. C'est des projets de 1000 MW, 3000 MW, 6000 MW. Pour vous donner une idée, là, le complexe La Grande, là, notre plus gros complexe hydroélectrique au Québec, c'est 5000 MW. C'est des énormes barrages. Là. Donc, imaginez des parcs d'éoliennes avec des éoliennes à 2 à 7 MW l'éolienne. Ça fait beaucoup d'éoliennes dans des secteurs très, très éloignés parfois. Et s'ils sont éloignés, si on a besoin de mettre ça à des endroits aussi, on n'a plus de potentiel de connexion, mais ça veut dire des centaines de kilomètres de lignes de haute tension, ça va coûter des milliards de dollars. Satisfaire ce besoin-là, ça ne veut pas, ça va coûter énormément cher et ça va s'écouler, vont se répercuter dans le portefeuille de la population des clients d'Hydro-Québec. Donc, il faut se poser cette question-là de qu'est-ce qu'on veut avec tout ça. Donc, en conclusion des considérations générales, ben, je pose la question, c'est pourquoi on veut plus d'électricité? À quoi on veut que cette électricité-là nous serve? Puis est-ce qu'on a des alternatives? C'est important de se poser cette question-là parce que le gouvernement de la CAQ, depuis qu'il est au pouvoir, parle beaucoup, beaucoup du fait qu'on va utiliser cette électricité-là pour la décarbonation, pour l'électrification. Mais dans les faits, les gens qui regardent vraiment où est-ce que cette électricité-là s'en va, elle s'en va toujours dans la nouvelle industrie. C'est toujours pour faire du développement industriel. C'est très, très peu pour des projets de décarbonation d'industries déjà existantes. Et d'ailleurs, tout ça rentre dans une dynamique beaucoup plus large où le gouvernement de la CAQ, en ce moment, recule sur beaucoup de promesses et beaucoup de décisions qui, même si elles étaient très ambitieuses, reste que la CAQ, initialement, nous avait dit en 2030, tout le monde, on va arrêter de vendre des véhicules à essence. Après ça, on a repoussé en 2035. Finalement, on a abandonné ce projet-là au complet. La CAQ aussi avait des objectifs de réduction des GES. Elle les a abandonnés. Elle a dit on ne va pas atteindre ça dans les temps qu'on s'était impartis. Là, c'est de se dire est-ce que cette électricité-là, elle va vraiment contribuer à la décarbonation ou elle va juste nourrir plus d'industries qui vont amener plus d'activités économiques, puis dans un contexte où on ne décarbone pas, va amener juste plus d'activités, puis plus de véhicules. Tu sais, si on produit plus, peu importe ce qu'on produit, ben, c'est plus de transport, c'est plus d'extraction forestière, minière, donc c'est beaucoup plus de GES, c'est beaucoup plus de destruction des environnements. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut faire avec cette électricité-là? Puis est-ce qu'on en a vraiment besoin de toute cette électricité-là? Oui, on a une croissance, la population croît, même si c'est relativement faible, mais il y a aussi toutes sortes de tendances qui sont questionnables. Les habitations, les maisons des gens sont de plus en plus grosses. Les gens occupent des espaces de plus en plus gros, donc ils demandent de plus en plus de chauffage. On a des habitations qui sont mal isolées, qui demandent de plus en plus d'électricité. On pourrait faire beaucoup d'économies d'électricité si on changeait nos normes de construction, si on rénovait certains logements et si on investissait dans des technologies d'efficacité énergétique, notamment des pompes à chaleur. Il y aurait des économies à faire de ce côté-là. Donc, on n'a pas nécessairement toujours besoin de juste se dire la solution, c'est plus d'électricité. Ça, c'est la réponse qu'on a facilement au Québec parce qu'on a un gros territoire, on a un historique, on a une mythologie autour de plus d'électricité, puis on se dit toujours, ben, c'est ça la bonne solution. On veut plus d'électricité, puis plus d'électricité, c'est plus d'activité économique, puis plus d'activité économique, c'est toujours bon. Puis ça, c'est une vision très, très, très caricaturale, puis très simplifiée, puis qui ne prend pas considération de tout ce que ça veut dire concrètement de regarder une filière, de dire si on en veut plus, puis on ne regarde pas pourquoi. Donc,
Finalement, ben, quel précédent on endosse quand on tolère le modèle de développement actuel, mais comme on l'a vu, hein, c'est un modèle où généralement la population n'est pas consultée. C'est un modèle où on essaye d'aller toujours plus vite, puis qu'on se bat contre l'implémentation de cadres réglementaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. L'Alliance de l'énergie de l'Est, qui est un rassemblement d'élus municipaux en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent. Eux autres se battent contre le concept d'un BAP générique. Un BAP générique, c'est quoi? Ça serait une tenue du Bureau d'audience publique sur l'environnement, mais pour se concentrer sur la filière en tant que telle, puis pour répondre à une question très, très simple, mais comment faire un cadre réglementaire qui nous permette de développer des projets qui sont en accord avec la population? Même le BAP en tant que tel, si vous allez éplucher les derniers rapports des BAP sur les projets éoliens tels qu'ils existent en ce moment, je pense que c'est le projet de Madawaska, le dernier où cette information est sortie, mais le commissionnaire du BAP qui écrit le rapport dit très clairement dans le rapport qu'il faudrait un BAP générique sur l'éolien pour finalement développer un cadre réglementaire, pour développer les projets d'une manière où la population soit impliquée de la bonne manière. Et après ça, on a des élus qui se battent contre ces propositions-là, qui disent non, on n'a pas besoin d'un BAP générique. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce qu'il faut plus de projets, puis on veut plus de projets, puis on les veut vite parce qu'on veut faire plus d'argent. Puis ça, c'est une vision extrêmement simpliste, malheureusement. Donc, sur ce, j'aurais terminé. Et que vous avez beaucoup de questions, mais juste avant, on va passer la parole à la présidente de Vent des Vues pour quelques minutes. Rachel? Bonjour tout le monde. Donc, Rachel Fallman, présidente de Vent des Vues. Juste pour expliquer peut-être à des personnes ici qui ne savent pas qui et quoi est Vent des Vues, on est un organisme à but non lucratif qui est composé d'élus et d'ex-élus municipaux de partout au Québec, qui se préoccupe beaucoup de tous ces enjeux éoliens. On est arrivé en 2023 à décider de se regrouper parce que justement, on était très préoccupés par l'utilisation des terres agricoles, entre autres, pour le développement énergétique. Et on a rapidement aussi constaté qu'un BAP générique sur la filière éolienne était vraiment nécessaire et on travaille très fort encore sur cette question-là. À date, il y a 60 municipalités et 4 MRC au Québec qui se sont dit « ça nous prend ce BAP générique ». Donc, on poursuit notre mission de vraiment avoir une démocratie municipale plus participative parce qu'on voit les lacunes dans la filière éolienne. Le développement exclut systématiquement non seulement les citoyens, mais aussi les élus municipaux parce que vous l'avez vu, souvent, ça se passe au niveau de la MRC. C'est les maires, les mairesses qui sont au courant, mais pas les élus municipaux. Donc, quand j'étais conseillère municipale à Saint-Zéphirin en 2023, puis que le dernier appel d'offres est arrivé, je suis restée dans le noir avec mes autres collègues pendant longtemps, pendant plusieurs mois, parce que justement, ça se passait au niveau de la MRC et l'information n'arrivait pas à nous et par conséquent, pas aux citoyens non plus. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler quelques minutes. Christophe, il a mentionné beaucoup, il y a un manque d'encadrement. Il n'y a pas de cadre réglementaire au Québec pour encadrer les projets éoliens. Et c'est vraiment le résultat d'un laisser-aller du gouvernement. Et vu que les membres de Vent des Vues s'impliquent vraiment très activement dans le dossier, on fait beaucoup de recherches ensemble. On est un groupe non seulement d'élus puis d'ex-élus, mais ces élus puis ex-élus sont aussi des agriculteurs, des ingénieurs, des scientifiques. On a des gens qui sont très compétents parmi nous et qui ont poussé leur recherche un peu plus loin. Puis plus qu'on a du temps, plus qu'on découvre des éléments qui sont inquiétants, pour dire le moindre des choses, mais qui méritent votre attention, puis qui méritent surtout l'attention de nos décideurs politiques qui encadrent ces projets. Parce qu'il faut se le rappeler aussi, les municipalités puis les MRC adoptent des règlements qui encadrent ces projets, autant pour la sécurité publique puis pour d'autres enjeux. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un enjeu de sécurité publique majeur qui a été oublié, autant par le laisser-aller du gouvernement, mais aussi par le manque d'information de nos élus locaux. Donc, il y a un document qui a été publié dernièrement qui s'appelle « Zone à accès restreint autour d'une éolienne ». Et là, je vous mets
pour commencer, la conclusion du document. Que la protection des citoyennes et citoyens, c'est un droit pour les personnes, mais c'est une obligation pour nos MRC et nos municipalités. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça représente. Donc, je peux juste aller au prochain. Sur l'écran. L'écran? OK. Bon. Donc, encore une fois, c'est un peu petit, mais ici, je vous montre le guide des meilleures pratiques de santé et sécurité pour les parcs éoliens en climat givrant et froid de l'Association canadienne de l'énergie renouvelable. Donc, c'est une source reconnue. Et dans ce document, on trouve cette formule mathématique où on peut calculer la zone de jet de glace qui peut arriver en climat froid. Il y a de la glace qui peut s'accumuler sur les pales des éoliennes, qui peut être projetée à des distances assez importantes. Et cette distance-là augmente plus que la grandeur de l'éolienne augmente aussi. Donc, on voit juste en dessous de la zone ici que le risque d'être frappé par un morceau de glace à l'extérieur de la zone est considéré comme nul. Mais une fois qu'on est à l'intérieur de la zone, il y a un risque. Ensuite, voici un extrait de la fiche technique sur l'énergie éolienne de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, pour ceux et celles dans la MRC Nicolet Yamaska, vous vous rappelleriez peut-être, ou peut-être que vous ne le saviez pas, mais en 2023, la MRC a engagé 14 000 $ environ de frais pour être accompagnée par la Fédération québécoise des municipalités, qui en même temps avait sorti ces fiches-là, mais qui avait omis, j'imagine, de donner cette information-là aux élus qui étaient en train de préparer le règlement de contrôle intérimaire. Et on retrouve justement dans ce document, on parle encore de ces fameuses projections de glace. On a la même formule ici qui correspond à ceux de l'Association des producteurs d'énergie renouvelable. Et c'est écrit en dessous, en tout petit, que l'utilisation du système d'antigivrage, parce qu'on maintenant, on oblige dans l'appel d'offres qu'Hydro-Québec oblige les producteurs d'avoir ces systèmes anti-givrage, mais que ça permet de réduire les risques, pas de les annuler, de les réduire. Et ça augmente surtout, en fait, la productivité de l'éolienne en hiver. Je vous montre ici aussi un exemple, parce qu'en fait, si je reviens à l'histoire de la fiche de la Fédération québécoise des municipalités, quand j'ai apporté cette information-là à la MRC, un des maires a appelé Énergex pour leur demander qu'est-ce qu'il en était. Puis Énergex leur avait répondu qu'il n'y avait pas de risque associé parce que les pales sont chauffantes. Par contre, si on se fie à la FQM, si on se fie aux producteurs d'énergie renouvelable, c'est pas une question d'éliminer le risque, on le réduit, mais c'est pas un risque nul. Là, je vais vous montrer comment le ministère de l'Environnement prend en compte cette formule mathématique et la protection des citoyens. Donc là, je vous montre ici un extrait de l'évaluation pour le projet PPAW2. C'est un projet éolien dans la MRC de Témiscouata et Rivière-du-Loup. Et on voit ici, on parle des plans de mesures d'urgence en cas d'accident et de défaillance de l'éolienne. Donc, ici, on fait encore référence à cette fameuse guide des meilleures pratiques de santé et sécurité que je vous ai montré au début. Et ce qu'on exige du promoteur, c'est de préciser la distance possible de projection de glace, malgré l'installation du système de givre et de dégivrage. Et dans le cas que cette distance recouperait, certains droits fonciers et ou érablières sous permis, l'initiateur doit indiquer les moyens qu'il prendra, et là je le souligne, afin de garantir la sécurité de ses usagers du territoire public. Donc, c'est écrit noir sur blanc que le ministère est préoccupé par la sécurité publique sur les terres publiques, vu ce rayon de projection. Donc, moi, je me suis dit, bon, il y a plusieurs éléments. Moi, je sais aussi que dans le document dont je vous ai parlé au début, zone à accès restreint, on a obtenu un guide de fabricants des éoliennes. Et dans ces guides-là, il y a des consignes de sécurité. Comme vous le savez, si vous êtes un employeur agricole, quand vous avez des employés qui travaillent chez vous, vous êtes obligé de suivre les guides de fabricants pour quelques machines qui soient chez vous parce que vous êtes tenu de respecter les consignes de sécurité. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi
Est-ce que quand ça vient aux éoliennes, en terre privée, on peut ignorer ces consignes de sécurité? Est-ce qu'il n'existe plus? Tout d'un coup, on est en milieu agricole, il n'y a pas de danger. Je me suis dit, bon, ces guides-là, on a trouvé un guide de 2006, ça remonte quand même. Je me suis dit, peut-être qu'Hydro-Québec, qui veut installer des milliers d'éoliennes au Québec, aurait accès à ces guides-là, puis serait en mesure justement de les partager avec nos élus, nos décideurs, pour qu'ils puissent les inclure, ces consignes-là, dans nos règlements afin d'assurer la sécurité de tous. Donc, j'ai soumis une demande d'accès à l'information à Hydro-Québec et on me répond le 17 avril dernier. Bon, j'avais demandé les guides ou manuels de fabricants. J'avais aussi demandé s'ils avaient des consignes de sécurité qui appliquaient à Hydro-Québec. Et c'est l'encadré rouge qui nous intéresse. Donc, après analyse, la communication des manuels des turbiniers faisant l'objet de votre demande est refusée, entre autres à cause des informations de nature commerciale. Donc, c'est le secret industriel. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'Hydro-Québec est en possession de ces guides du fabricant qui contiennent des recommandations de sécurité, mais ne les partage pas avec les élus, ne les partage pas avec le public qui est concerné et n'inclut rien dans son document d'appel d'offres pour obliger, au moins que ce soit, je comprends qu'il y a un secret industriel, mais que les élus qui ont signé des ententes confidentielles puissent y avoir accès pour inclure cette information-là dans le règlement. C'est ça qui est très préoccupant. Parce que si on regarde en milieu agricole, on n'est pas dans un espace vide où personne circule, personne vit. Il y a des lignes de l'eau, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui circulent. Et ce que j'ai peut-être pas expliqué au début, mais si on revient au rayon ici de sécurité, dans ce rayon-là, c'est un rayon d'au moins 400 mètres. Donc, on parle si on calcule ça, ça revient à peu près à 50 hectares autour de chaque éolienne où il y a un risque réel. Elle peut être réduite, mais elle existe encore. Et dans ce rayon-là, bien souvent, on a plusieurs lots. Donc, moi, si je suis chez moi, j'accepte une éolienne sur mes terres, bien, j'accepte le risque chez moi. Mais mon voisin, est-ce qu'il a accepté ce risque? Il n'est peut-être même pas au courant. Puis même moi, en tant qu'agriculteur qui a signé, peut-être que je ne le savais pas non plus. Parce que je ne crois pas que les promoteurs ils circulent avec des guides du fabricant pour expliquer cette notion-là. Donc, c'est vraiment problématique parce qu'on impose des risques chez les gens sans leur consentement, d'autant plus que l'agriculteur qui a un employé chez lui, bien, il est responsable de tout ce qui se passe avec ses employés. C'est un risque important de sécurité. Donc là, ce que je vous montre pour conclure, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour justement que nos règlements tiennent compte de cette réalité-là. Il ne faut pas dire on est pour ou contre, mais on est pour la sécurité. On n'a pas le choix d'être pour la sécurité publique. Ce n'est pas une option. La MRC avait dit lors du dernière séance qu'il n'agirait pas à ce niveau-là. C'est aux municipalités de choisir. Mais on ne peut pas laisser les municipalités choisir si oui ou non on applique des règlements qui assurent la sécurité publique. C'est un enjeu qui concerne toutes les municipalités. Donc, je vous donne l'exemple ici. Le 7 avril dernier, dans la municipalité de Saint-Gervais, on a pris connaissance du document zone accès restreint, puis on s'est dit, ben, il faut agir pour la sécurité publique. Donc, la résolution se lit comme suit. L'éolienne, ses infrastructures de fondation, son poste électrique, ainsi que son périmètre de sécurité, déterminé selon la formule de G-Glace de la Fédération québécoise des municipalités ou selon tout autre avis de sécurité reconnu, doivent être situés entièrement à l'intérieur des limites de la propriété du propriétaire. Donc, c'est ce qui serait un minimum dans nos MRC, que tous les risques soient assumés par le propriétaire, mais sur son terrain. Parce que présentement, dans Nicolet-Yamaska, le minimum, c'est qu'on puisse installer une éolienne à 1,5 mètre du bout de la pale du ligne de l'eau. Donc, quand on voit un rayon de plus de 400 mètres, ben, on est chez le voisin, si pas l'autre voisin, puis le voisin d'après. Donc, il y a un réel enjeu de sécurité qui a été oublié. Pourquoi? Ben, parce que justement, on veut aller vite, on n'a pas de cadre réglementaire, puis il y a un laisser-aller du gouvernement. Puis c'est vraiment dommage parce qu'on l'a vu dans le rapport du ministère qu'en termes publics, on applique ces règlements de sécurité. Alors, pourquoi pas en milieu agricole? Pour moi, c'est vraiment décevant qu'on ait cette vision du territoire agricole et habité
comme si personne vivait là, comme s'il n'y avait pas de ligne de l'eau. C'est vraiment dommage. Donc, je voulais vous présenter ça pour que vous ayez cette information-là. Si vous allez sur le site du PC1Y ou Vendélu, le document est disponible. Vous pouvez le prendre, vous pouvez le partager avec vos élus, avec vos voisins, parce qu'aujourd'hui, Vendélu, PC1Y, il y a plein de groupes citoyens qui travaillent très fort pour informer les citoyens, mais qui n'ont pas le budget d'Hydro-Québec. Donc, on dépend beaucoup sur les citoyens pour partager l'information. Donc, merci pour votre écoute. Puis